Bonjour Philippe Aigrin, merci d'avoir répondu à l'invitation de Désir de lire et de nous répondre à propos de votre livre Sœur. Je vais quand même en montrer la couverture. Ce roman, enfin je ne sais pas s'il faut l'appeler roman d'ailleurs, hein, je ne pense Oui, pas que cette catégorie soit parfaitement adaptée, mais en tout cas on va essayer de parcourir ce texte qui est extrêmement foisonnant. Il faut tracer son chemin et je pense qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles vous allez pouvoir nous répondre. Je voudrais juste dire d'abord en deux mots, vous présenter à ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Vous êtes, alors, il y a une longue liste, informaticien, poète, traducteur, performeur. Vous dirigez aussi la société éditrice Publi.net. Et tous ces, toutes ces expériences, en fait, on les retrouve dans ce livre qui est un peu une somme par rapport à ce que j'ai compris de votre parcours. Euh, Ce que je trouvais intéressant, c'est que Publi.net a comme une espèce de reformulation et de sous-titre littérature et bifurcation. Et je me suis dit que c'était parfaitement pertinent par rapport à votre livre qui nous propose beaucoup de voix VOIX et de voix VOIES, des carrefours avec des pistes sur lesquelles on peut s'engager. Et c'est un peu cette idée de la bifurcation du carrefour et des voies que j'avais aussi envie que nous explorions ensemble. Euh, je ne vais pas résumer l'histoire, je pense que j'en suis incapable, mais je propose pour entrer dans votre livre de lire quelques courts extraits du début et qui va permettre, je pense, à ceux qui nous écoutent de comprendre de quoi il est question et comment le texte s'engage. Je décrirai un peu plus précisément ensuite la construction. Donc le premier chapitre s'intitule Lui. Le mail arrive un lundi matin vers 10 heures. Le sujet du message est ta sœur. Il émane d'une adresse jetable. Mon logiciel de mail soupçonne fortement une tentative d'escroquerie. Le sujet m'intrigue. Je l'ouvre tout de même. Le corps du message est court. Je suis ta sœur et j'ai besoin de toi. N'essaye pas de me répondre. Laisse-moi te contacter. Souvenir de scam nigérian qui semble au départ ne rien demander pour installer une relation de confiance avant de réclamer des coordonnées bancaires ou d'autres données. Le message est signé Agathe Lambert. Je n'ai pas de sœur. Mais comment savent-ils que... Non, rien, ils ne savent rien, c'est une coïncidence. J'essaie de tracer le parcours du message, mais la piste s'efface et puis j'oublie. Enfin, presque. Je lis le premier paragraphe du deuxième chapitre. Le deuxième chapitre est intitulé E. Je vous explique la panique. Il y a une femme qui a passé 2 fois une frontière avec à chaque fois une carte d'identité qui avait toutes les apparences d'être vraie, mais qui est forcément fausse. D'abord parce qu'il y en a 2. Le numéro de chaque carte est vraiment celui de quelqu'un qui, dans le fichier, a le nom indiqué dessus. La photo biométrique lui ressemble. Quand on fait tourner l'algorithme de reconnaissance de visage sur les 2 cartes, il conclut que c'était la même personne. Même chose pour les empreintes dont on a finalement obtenu qu'elles soient dans le fichier. Mais les identités sont différentes et elles n'existent pas. Enfin, pas en dehors du fichier. Et pour terminer cette entrée en matière, la première phrase du chapitre 3 qui s'intitule Lui, je ne sais pas combien de fois j'ai rencontré l'absence de ma sœur. Et je vais quand même lire un petit passage du 4e chapitre, puisque ça installe vraiment les personnages dans le cadre du texte. Le 4e chapitre s'intitule Elle. Je ne sais pas d'où je viens, qui m'a fabriquée. Je suis faite de chair et d'eau. On m'a dit qu'en fait, c'est 90% d'eau, mais je ne le sens pas. Je sens ma chair
ce qui la remue et parfois la déchire, la dureté des os qui pourtant se déforment, les matières qui passent à travers moi. J'éprouve ma force, je sens la douceur de ma peau quand mes doigts la parcourent. Je suis un être doué de conscience, pourrait-on dire de moi, comme je l'ai entendu dire d'un animal. J'ai des émotions, une volonté propre. Je vais tout à fait à la fin du chapitre, la toute dernière phrase du chapitre, un devoir intérieur qui me pousse, je suis là pour quelque chose, pour quelqu'un aussi, mais que pourrais-je lui donner qui me soit propre? Je pense qu'on a déjà, avec ces débuts de chapitre, ouvert plusieurs pistes et montré la complexité de l'histoire qui est racontée et le mélange des genres aussi d'une certaine façon, puisqu'il est question d'intime, mais aussi de ces questions d'informatique. Et je voudrais qu'on revienne sur les têtes de chapitre. Alors en fait, je vais vous laisser enfin la parole. Le texte est en 3 grandes parties, soupçons et suggestions, rencontres et rebonds. Et il y a 84 chapitres. Les titres de chacun des chapitres sont soit des pronoms, on a vu les elle, lui, eux, soit des prénoms, soit des noms, et au bout d'un certain temps, des associations de 2 personnages. Et dans chaque chapitre, donc le titre de chapitre indique qui est le narrateur. Voilà la complexité de la construction de ce texte. Et je voudrais tout de suite vous interroger là-dessus. Ce choix de construction qui est quand même déroutant, il faut le dire, pour le lecteur au départ, avec ces pronoms qui, comme leur nom l'indique, sont mis à la place de noms mais qu'on ne connaît pas. Comment en êtes-vous venu à choisir cette structure et en quoi finalement est-elle, me semble-t-il, constitutive même du sens de votre livre? D'abord, merci beaucoup de cette introduction parce que elle, elle parle vraiment de mon livre, ce qui n'est pas toujours le cas quand on reçoit des commentaires, du moins on n'en a pas toujours l'impression, même si en réalité les lecteurs ont toujours raison. Euh, alors, peut-être pour répondre à votre question, euh, le dispositif narratif du livre, c'est-à-dire ce qu'on peut décrire une fois qu'il est écrit, avant cela était un dispositif d'écriture. C'est-à-dire je voulais faire un livre où il n'y aurait pas au départ la définition de personnages et d'une intrigue qui les mettrait progressivement dans le flux d'une histoire. Je voulais installer euh, des choses qui ne sont pas vraiment des personnages, peut-être lui les plus présentés comme un personnage, mais les autres sont en quelque sorte, je les ai appelés des voix dans mes commentaires sur le livre, parce que en fait, dans cet effort d'externalisation de ces voix, je voulais avant tout pouvoir me mettre à l'écoute de ce qu'elle disait en moi et construire l'histoire à partir de ça, y compris la multiplication des personnages qui s'ajoutent au fur et à mesure de l'histoire et qui tissent aussi cette histoire. Donc, ce n'est pas un, évidemment, pardon, excusez-moi, évidemment, on pourrait dire que souvent le dispositif d'écriture s'efface que c'est pas lui qui doit déterminer l'objet final, mais là vraiment et là c'est peut-être ma pratique d'écriture de poésie qui en est la source. Je pense que j'ai voulu par cela euh, qu'il y ait quelque chose dans l'histoire qui ressemble à la vie.
Évidemment, il ne faut pas un roman, parce que je crois que c'en est un, même si aujourd'hui le roman a explosé en plein de formes différentes. euh, euh, les, euh, les, euh, le roman ne peut pas être seulement un morceau de vie découpé entre un début et une fin, parce que sinon, il suffirait de vivre, il n'y aurait pas besoin de lire. Mais néanmoins, j'ai voulu qu'il ait l'espèce d'imprévisibilité, de construction au fur et à mesure que les choses se déroulent de ce qui va être une vie. Donc les personnages, quand j'ai commencé à les mettre en place, j'avais vraiment aucune idée de comment ils se rencontreraient. Alors, évidemment, quand on a un personnage qui s'appelle lui et un personnage qui s'appelle elle, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour pouvoir prévoir comment ils vont se rencontrer. Mais justement, je crois que je frustre pas mal le lecteur sur ce plan. Mais tout, en général, disons, le tissu, je voulais qu'il se construise, et c'est vrai jusqu'à la fin, qu'il se construise à partir des voix. Et donc, c'est une espèce d'expérience, hein, aussi psychologique pour l'auteur, parce que on peut se demander qu'est-ce que c'est que d'être à l'écoute d'une voix qui n'est pas la vôtre, hein. Mais au bout du compte, à la fin du livre, en fait, il y a toute une série de choses qui deviennent lisibles, compréhensibles entièrement, logiques. Et puis il y en a d'autres qui continuent, parce que la vie continue après tout ce qui peut arriver, mais surtout, elle continue, l'histoire d'un roman, elle continue dans, on peut l'espérer, l'imagination des lecteurs. Donc, je n'ai pas voulu fermer cette imagination en élucidant tout. Je n'ai pas voulu non plus que le livre soit entièrement énigmatique, comme certains romans contemporains où, en fait, rien ne s'élucide à la fin. Et j'espère avoir réussi ce compromis. Oui, je crois que j'ai peut-être pas précisé qu'effectivement, chaque chapitre est écrit à la première personne. Oui. Donc, c'est effectivement ce jeu qui se démultiplie et qui, pendant les premières pages, je disais, déroute un peu le lecteur parce qu'on se dit, mais on a l'habitude qu'il y ait un jeu. Et puis là, il y en a beaucoup. Et je pense que c'est aussi une façon, il me semble, de parler de l'individu et du collectif. Donc on reviendra là-dessus aussi, parce que c'est très important dans votre texte, cette problématique, cette réflexion entre l'individu et le collectif. Alors, je voudrais revenir, parce que ça, je ne saurais absolument pas l'expliquer, sur le dispositif euh, de l'ordre de la science-fiction, mais tout juste, je pense, d'après ce que je comprends, cette question de l'identité, des cartes d'identité qui vont produire donc cet événement, cette apparition de ces femmes qu'on va appeler les ébahis. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer comment ça marche? En fait, mon travail d'explication est très facilité par le roman L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, parce que ce qui se passe au début, c'est une anomalie. Et d'ailleurs, j'emploie le mot, et ça a été écrit bien longtemps avant le roman d'Hervé Le Tellier. Il y a un groupe de personnes, on peut les considérer comme des enquêteurs, mais c'est des enquêteurs qui sont plutôt un peu en retrait, comme un centre de ressources pour les gens qui s'occupent vraiment des questions de sécurité. Et ce groupe d'enquêteurs, d'ailleurs, je l'ai pas dans ce qu'il fait, ni dans ce sur quoi il enquête, mais dans son fonctionnement, il a une forte inspiration d'un livre de Juan José Saer, un écrivain que j'admire énormément, qui s'appelle L'Enquête, hein, et qui se passe dans le même quartier de Paris qu'une partie de Sœurs. Donc ce groupe d'enquêteurs, il est confronté à
des choses pas normales, c'est-à-dire que des gens, comme vous l'avez lu, il y a eu une femme dont on a, euh, excusez-moi, excusez-moi, j'ai perdu l'image pendant un moment parce que j'ai oublié de bouger ma souris pour que mon ordinateur ne s'endorme pas. Donc, ce groupe d'enquêteurs, il va sans arrêt pendant toute l'histoire essayer d'expliquer et sans jamais y parvenir les raisons de cette anomalie, sauf que les choses vont sans arrêt être amplifiées par les réactions des politiques et des services de sécurité et leur régime de suspicion ou leur effort d'utiliser ces... Alors ça, c'est pas c'est du réel, hein. De toute façon, c'est pas de la science-fiction du tout parce que c'est ce qui se passe concrètement depuis des années qui a pu se passer autour autour du terrorisme pendant avec toutes les lois disons qu'on a considéré comme installant un nouveau régime de la suspicion ou de la détection de la suspicion, mais aussi on pourrait trouver des choses analogues, bien que j'ai écrit ça complètement avant la pandémie, mais dans les réactions ou l'effort de gestion de la pandémie, on trouverait des choses actuelles. Simplement, pour moi, ça, c'est un fond. Si vous voulez, il y a un écrivain qui était un écrivain de science-fiction, mais qui à un moment donné, il a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé. C'est J.J. Ballard, hein, et au moment où il a écrit des livres qui s'appellent Crash ou L'île de béton, il a dit aujourd'hui la réalité a dépassé la fiction, donc on ne peut pas écrire un autre 1984. La tâche de l'écrivain, c'est d'inventer la réalité. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ce fond, il sert en fait à mettre en scène tout le reste. Et c'est tout le reste qui est le plus important. Heureusement, parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours comprendre, puisque eux-mêmes se trompent complètement sur ce qui... Les enquêteurs se trompent sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, parfois, il y a des explications un peu techniques. J'ai essayé qu'on puisse passer dessus rapidement. Mais en même temps, comme quand même, je suis informaticien, j'ai essayé que mes collègues informaticiens ne trouvent pas ça trop stupide. Mais donc, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est comme vous l'avez dit et que ça me touche beaucoup que vous l'ayez dit, c'est le développement à la fois de l'individu et de l'intime d'un côté et de collectifs, mais de collectifs qui sont ancrés dans les individus. Donc ce dispositif où effectivement j'ai un peu lu en diagonale certains paragraphes parce que je ne suis pas du tout informaticienne, donc je ne comprenais pas exactement de quoi y retourner, mais effectivement ce dispositif permet de faire apparaître ces femmes, ces fameuses ébahies. Et alors d'abord sur la définition de ces femmes, peut-être lire l'une d'elles, elle justement, qui se définit je n'ai aucune attache ni aux choses ni à des êtres, que je me présente devant, pardon, j'ai mal commencé ma phrase, plutôt que je n'ai aucune attache ni aux choses ni à des êtres, que je me présente devant ceux que je rencontre avec quelque chose en moi qui les découvre dans une absolue nouveauté, chacun comme une terre inexplorée. Ce n'est pas moi qui suis neuve, c'est mon regard sur eux qui l'est parce qu'il ignore tout d'un avant dont pourtant la mémoire de mon corps est peuplée. Donc, finalement, c'est ça l'intérêt, c'est que ces femmes, si elles ont un regard neuf, elles nous emmènent aussi avec ce regard neuf sur la société. Il y a une forme de dénonciation, enfin de constat et de dénonciation de la réalité telle que nous la vivons. Effectivement, ce n'est pas de la science-fiction. Alors, en fait, donc cette voix-là qui est celle de elle, et elle s'appelle Agathe
dans le livre, en fait, bon, il va arriver quelque chose. Hein. Elle a une certaine forme d'amnésie, on peut dire, qui est sans doute pas très euh, crédible exactement sur le plan des analyses médicales de l'amnésie, mais toujours est-il qu'effectivement, bien qu'elle connaisse le langage, bien qu'elle sait dans son corps faire beaucoup de gestes de la vie quotidienne et tout, eh ben, elle ne sait pas ce qu'elle était avant et donc elle découvre le monde comme si elle était neuve, même si elle dit qu'elle n'est pas neuve, mais enfin, à d'autres moments, c'est dit. Et alors, ce qu'il y a, c'est que en fait, la seule vraie ébahie, c'est elle. Euh, et, 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 au fur et à mesure, elle va en rencontrer peut-être d'autres, mais surtout, en fait, la suspicion qui porte sur les femmes qui ont été détectées par différents algorithmes fait apparaître qu'elles avaient un regard sur le monde qui était, disons, euh, euh, n'acceptait pas comme réalité évidente ce qu'elles y voyaient. Et ça peut être le monde intime comme le monde social. Euh, du coup, en fait, il y a d'une ébahie par accident se produisent un ensemble se produit un ensemble d'ébahis qui sont des ébahis militantes, disons, on peut dire, et qui ont compris le pouvoir subversif de l'ébahissement. Donc, je sais qu'une fois, vous m'aviez dit, tiens, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est un livre engagé Bon, au fond, je crois que non. Enfin, au sens où c'était pas pour passer un message politique que j'ai écrit le livre, c'est pour fournir un plaisir de lire et une ouverture de possible. Je crois qu'une des fonctions les plus nobles de la littérature, c'est dans des mondes où on a l'impression que rien ne peut s'ouvrir, de fournir des pistes de possibles. Et ces possibles-là sont de plusieurs natures. Je laisse les lecteurs les découvrir. Je peux lire justement par rapport à ces fausses ébahies, c'est-à-dire ces militantes. Il y a le personnage qui se prénomme Amélie et dont la mère parle au chapitre 57, où on voit bien effectivement que là, il y a un discours militant. Donc la mère d'Amélie s'inquiète pour sa fille et voici ce qu'elle dit. Elle dit, la police est chargée de faire disparaître des populations entières. Pas disparaître physiquement, enfin pas directement, mais rendre invisibles, parquées dans des zones de plus en plus invisibles. Elle dit, vous n'avez rien appris de ce qui s'est passé du temps de vos parents et grands-parents. Elle dit, vous ne savez pas reconnaître les camps d'internement des Roms d'il y a 80 ans, parce que maintenant les barbelés sont tout autour de nous, etc. Donc je ne vais pas lire tout le chapitre, mais on voit comment effectivement il y a ce discours politique qui apparaît. Alors évidemment, il y a le petit aussi, la zèle quand même, la zone d'ébahissement libre. On voit qu'il y a tout un... On reconnaît quand même notre réalité et des problématiques de la réalité. C'est pour ça que quand je parlais de regard sur le réel, il y a quand même des réalités dont vous parlez, comme les migrants aussi, la manière dont ils sont justement pas du tout accueillis. Je sais que c'est un sujet qui est important, qui est très important pour vous. Donc on a ce personnage d'elle, mais je voudrais qu'on revienne au lui, parce que c'est le narrateur premier, et c'est vraiment le côté de l'intime, justement. Comment cet intime et ce collectif vont pouvoir
s'associer, se lier et se croiser. Et j'ai bien aimé le petit topos de la première rencontre qui ressemble à ces premières rencontres romanesques. Alors, donc, cette première rencontre, parce que ça fait penser justement à des topos romanesques de la première rencontre, c'est alors qu'il la voit. Son visage paraît figé, sans expression, et pourtant habité de pure colère. C'est le visage de la photographie. Sa main tient un papier, peut-être une liste de courses. Ce n'est pas le vent, elle tremble, moi aussi, mais pas pour la même raison. Elle tremble de colère et moi de surprise et d'émotion. Une fois, nous étions assis à une table d'un petit bistrot dans la rue avec un ami. Une femme entre dans l'épicerie d'en face. Je ne me souviens plus s'il a tremblé, mais il a dit, celle qui vient d'entrer, c'est mon premier amour, pas vu depuis 20 ans. Et il s'est levé, est entré aussi dans l'épicerie pour lui parler. Moi, maintenant, ce n'est pas d'amour qu'il s'agit, mais de quelque chose d'aussi fort, en tout cas qui me tétanise. Je ne pourrais pas aller lui parler, ne pourrais pas bouger du tout d'ailleurs. Elle me regarde maintenant, a surpris quelque chose d'étrange dans mon attitude, pourvu qu'elle ne me prenne pas pour un autre flic en civil chargé de couvrir l'opération. Il faut que j'arrive à exprimer quelque chose. Je finis par esquisser un sourire. Peut-être pas de la bouche, au moins des yeux. Oui, je te reconnais. C'est idiot comme message adressé muettement à quelqu'un qui ne sait peut-être même pas que j'ai reçu sa photo. Pourtant, elle me sourit. Elle, vraiment, son visage transformé d'une étrange douceur. Elle se retourne, part vers la porte, se retourne brièvement pour vérifier que mon regard la suit. Alors, cette première rencontre, ça nous ramène donc à ce sujet, cette quête, parce qu'il y a une enquête, effectivement, de ceux qui essayent de comprendre ce qui se passe avec ces femmes et toutes ces questions d'identité. Et puis, il y a une quête qui est la quête de ce narrateur premier, qui est le désir de sœur, le désir d'une sœur. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Alors, évidemment, c'est en relation avec ce titre, le titre. On reviendra pour dire pourquoi il est au singulier et au pluriel. Mais cette question de la relation, de ce désir d'avoir une sœur, ce désir de sororité et du désir en général qui est quand même très présent dans le texte, aussi bien par rapport à Agathe, mais aussi par rapport à Estelle, qui est en fait l'épouse du narrateur premier, si je ne me trompe pas, celui. Et comment pourquoi vous a-t-il fallu passer par tout ce dont on a parlé tout à l'heure pour venir à ce qui me semble quand même très très important, cette question de l'intime et du désir de ce rapport à l'autre? Alors, disons, je justifierais le détour au sens où, bon, évidemment, ce narrateur premier, il y a des bribes de moi comme auteur qui le parsèment, hein. J'ai mis en épigraphe du livre, j'ai mis un morceau de poème d'Anna Akhmatova où elle dit « Je me sers de ci, de là, et même, sans me sentir coupable, je prends un peu à la vie malicieuse et je prends tout au silence de la nuit. » Bon, voilà. Je ne saurais pas écrire ça, mais c'est toute l'extraordinaire expression d'Anna Akhmatova, j'ai trouvé que c'était un beau programme pour à la fois injecter tout ce qu'on peut ramasser partout en soi d'émotions, mais aussi de vision, et en même temps le faire à distance de l'autofiction. Bon, parce que l'autofiction, elle nous a donné des très belles choses, mais moi, je veux dire, un peu l'overdose quand même. Donc, j'ai voulu que ça soit finalement ce désir de sœur
bon, c'est pas un secret pour les gens qui me connaissent que je n'ai pas de sœur, donc c'est même pas forcément un secret que quand j'étais jeune, je rêvais d'en avoir une. Hein. Donc, mais en réalité, tout ça sert que de fondement à une réflexion sur euh, ce sur quoi euh, le hasard, mais aussi les dispositifs d'influence qu'il y a sur Internet peuvent jouer qui relèvent de l'intime. Avec un groupe culturel qui s'appelle Tenon et Mortez, nous avions fait il y a quelques années une rencontre à Beaubourg qui s'appelait L'intime est-il révolutionnaire? Et on s'était beaucoup disputé sur le fait de savoir si en fait l'intime était plutôt un territoire dévasté par le social, la dérive du social et l'influence sur Internet, ou au contraire s'il subsistait comme un lieu de réinvention de liberté. Hein. Et bon, je suis les deux énoncés sont valables. L'intime dévasté, que par exemple une écrivaine comme Noémie Lefebvre défendait, et le côté la libération que peut créer en réaction pour sauver l'intime euh, un événement ou donc j'ai voulu ouvrir la porte à ça, mais en même temps donc il n'a pas de sœur, le rapport qu'il va avoir avec elle n'est pas un rapport de sœur, mais simplement c'est ce qui les met va finir par les mettre en relation. Après, le, si on prend la voix du lui, le lui, c'est celui qui est le plus proche d'un personnage, donc je ne peux pas en parler comme un personnage, c'est aussi un personnage assez banal. Assez, si avec lui dans le livre, je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire vraiment un roman. Si à l'opposé de personnages même mineurs, mais qui sont à mon sens très forts, comme Thérèse, la voisine de elle, qui est une femme qui peut-être mon âge, hein, alors que les personnages principaux sont plus jeunes, ou Amélie. Et Amélie, donc c'est la jeune qui va prendre un rôle dans le groupe des ébahis revendiqués, hein, puisque c'est comme ça. C'est un petit extrait que j'ai lu tout à l'heure. Que vous avez lu tout à l'heure. Et qui est écrit dans un style complètement différent de tout le reste du livre, hein, parce que c'est une personnage qui dit ce que dit un autre, hein, une voix qui prête sa voix à d'autres. Donc là, c'est sa mère d'Amélie. Voilà. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que justement cette multiplication des jeux, c'est aussi la difficulté peut-être pour chacun de savoir vraiment qui est jeu, enfin, son identité propre, et en éclatant comme ça, c'est-à-dire qu'à certains moments, on peut se reconnaître dans telle voix ou dans telle autre, qui peuvent peut-être même être contradictoires d'ailleurs. Oui, vous le dites très bien. Il y a il y a un philosophe qui est malheureusement décédé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Clément Rosset, qui a écrit un livre qui s'appelle Loin de moi. Et dans ce livre, il défend l'idée qu'en fait, alors qu'on a tendance à penser que l'identité de quelqu'un, c'est son moi intérieur secret que lui seul connaît vraiment, qu'en fait, la vraie identité, c'est celle qui résulte de ses interactions avec les autres, de leur regard sur lui. Et je crois beaucoup
cette philosophie ou cette sagesse de vie, disons, et évidemment, pas en tant que quête de l'attention, mais en tant que réalité de la construction par les relations et le collectif. J'ai beaucoup aimé cette réflexion-là sur cette question du moi, du jeu et de l'identité. Il est vrai que dans votre livre, enfin, il y a aussi une autre question que je trouve très intéressante, mais on va peut-être pas avoir le temps, c'est la question des langues secrètes, de la poésie. Mais c'est un sujet en soi aussi très, très intéressant et très important. Peut-être on pourrait juste revenir avant de conclure sur ce rapport alors, du jeu intime, profondément intime, et du désir vers un autre jeu, justement, qu'on voit plusieurs reprises dans le texte. Et la sagesse aussi, ou la philosophie, c'est le mot que vous venez d'employer, que l'on trouve presque à la fin du texte. Nous ne sommes ici pour personne en particulier. Avec certains, cependant, nous pouvons vibrer pour un temps ou une vie. C'est cette idée de cette place dans le collectif qui est à géométrie variable, qui est peut-être pas tout le temps, mais ça peut être tout le temps. Enfin, c'est une sagesse de vie, c'est une philosophie de vie, c'est une moraliste. Moi, je peux rien ajouter là. Oui, alors, quand on parle de sagesse de vie, il faut jamais imaginer que ça veuille dire qu'on se considère comme un sage dans sa vie. C'est pas une vision certainement une quête. Et puis aussi, c'est je peux dire, à la fin, notamment le personnage d'Amélie, il exprime quelque chose de la capacité de libération d'une génération qui n'est même pas celle de mes filles, mais une génération plus jeune encore, qui est considérablement maltraitée dans la société et qui pourtant développe à la fois sur le plan politique et sur des tas de plans créatifs ou personnels des activités auxquelles je m'efforce de rendre un peu hommage. On peut quand même revenir maintenant sur le titre. C'était là-bas. C'est l'entrée, la porte d'entrée, et quelquefois c'est quand on ne comprend un titre que quand on a lu le livre. Je crois que c'est le cas ici. Donc je rappelle que ce titre se présente donc avec le mot sœur et entre parenthèses un S qui le met au pluriel, singulier pluriel. Vous pouvez nous dire comment vous avez choisi ce titre et comment vous avez réussi en un seul mot, avec ce petit supplément du pluriel, comment vous pensez que ce titre porte finalement tout votre texte? Alors, il y a beaucoup de hasard. Enfin, le livre s'appelait Sœur au pluriel depuis le moment où j'ai commencé à l'écrire. Et puis, par hasard, dans la vitrine d'une librairie, je suis tombé sur un livre de Bernard Minier, un auteur de polar, qui s'appelait Sœur au pluriel, et que j'ai vraiment pas aimé. Je l'ai acheté, bien sûr, et j'ai vraiment pas aimé. Je me suis dit, bon, j'ai pas bien sûr, on a tout à fait le droit de donner le même titre à plein de livres, et c'est fréquent d'ailleurs. Mais j'ai cherché une façon d'avoir un titre un peu différent avec mon éditeur Guillaume Vissac, et en fait on a eu l'idée de mettre le S entre parenthèses, et en fait
c'est beaucoup mieux comme ça, parce que justement, ça fait vibrer à la fois la singularité et le collectif, sans avoir la prétention de définir en tant qu'homme ce que serait la sororité telle que des femmes essayent de la construire et de lui donner une traduction politique. C'est plus modeste ce que j'essaie de faire et en même temps plus complexe sur les relations entre le singulier et le collectif. Oui. C'est effectivement, moi j'ai pas compris évidemment quand j'ai commencé à lire, mais après je me suis dit c'est vraiment un titre qui rend compte de cette double voie VOIE. Tu parlais des bifurcations, on peut lire les deux et ça se complète, ça se croise, ça s'entrecroise. Je voudrais dire que dans ce livre, il y a effectivement énormément de sujets qui sont abordés. C'est très dense, très foisonnant, et qu'il faut vraiment prendre le temps de le lire posément et tranquillement, parce qu'il y a de quoi nourrir sa réflexion. Et il n'y a pas que de la réflexion. Enfin, c'est pas un livre intellectuel, c'est un livre aussi d'émotion. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse y avoir aussi cette émotion à travers des personnages qui sont plus ou moins, effectivement, comme vous le dites, donc on connaît plus ou moins bien, mais qui sont quelquefois simplement des voix. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui sont dans lesquels on connaît mieux et qui émeuvent dans la manière dont vous en parlez. Je vous propose, pour terminer, de relire cette phrase, effectivement, que vous avez inscrite au tout début de votre livre, parce que cette très belle citation d'Anna Akhmatova, qui dit donc je me sers de ci, de là, et même, sans me sentir coupable, je prends un peu à la vie malicieuse et je prends tout au silence de la nuit. Je crois qu'effectivement, c'était aussi un choix, une ouverture, une porte d'entrée qui était vraiment très intéressante. Merci. Il faut dire que c'est traduit par Sophie Bénèche, qui a fait ça fait partie d'un recueil d'Anna Akhmatova qui s'appelle Les secrets du métier. Et c'est sur les écrivains. Et là, ça, c'est dans le poème qui s'appelle Le poète. Bon, parce que, comme vous l'avez dit, je suis un amateur traducteur. Hein. Je ne me considère pas comme un traducteur vraiment professionnel, mais je traduis surtout de la poésie. Et je suis très soucieux que la place des traducteurs soit reconnue quand on ne lit pas le russe comme moi. Nous sommes désir de lire et très attentifs à ces acteurs du livre aussi. Nous interrogeons des traducteurs et nous avons sur notre site actuellement justement des entretiens que nous avons eus avec des traducteurs et ça nous paraît extrêmement important effectivement de parler de leur travail qui est absolument essentiel. Philippe Aigrin, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je rappelle donc ce livre qui existe en format numérique et en format papier, Sœurs de Philippe Aigrin aux éditions Publi.net. Merci beaucoup.